Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo, oupla, c'est à l'envers, de présentation, cette fois-ci, des règles sur, eh bien, le nouveau jeu de société compétitif, du coup, et enfin, on peut pas dire vraiment compétitif, parce que c'est des équipes qui gagnent, soit vous êtes des possédés, soit vous êtes des fidèles, qui s'appelle Malardant, et qui sort chez Ladlo Games, le premier jeu de, eh bien, du label de Metal Extreme, qui s'appelle Les Acteurs de l'Ombre, un jeu signé Guillaume Tocco, Régis Vimeux, Maxime Brosset et Célia Pedel, c'est Guillaume Tocco au crayon. Jeu d'ambiance démoniaque à rôle caché, l'enfer s'est répandu en Saint-Antoine, le pain est maudit, il nous a tous rendus fous, fidèles, priez pour rétablir l'ordre et anéantissez les possédés, à moins que vous n'ayez, vous aussi, perdu la raison. Donc j'avais fait déjà une première petite partie, c'était vous voyez une démonstration du matériel, juste un unboxing où j'ai ouvert le matériel pour découvrir tout ça avec vous. J'étais assez stupéfait de la qualité globale du produit. Les artworks sont magnifiques, la direction artistique est, je trouve, elle est classe dans le sens où tout est lisible, c'est pas surchargé, il n'y a pas trop de texte, mais en même temps il y a un peu d'ambiance. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des t-shirts, un médaillon premier joueur en ferraille, 2 heures de musique en 2 CD, etc., etc. sur la page Ulule que je laisserai dans la description de cette vidéo. Bon, de toute façon j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de vidéos sur le sujet, hein, mais bon, moi je fais les miennes, voilà. Donc vous allez voir maintenant comment se joue ce jeu, puisqu'il m'a juste fallu je sais pas, 15 minutes pour lire cette petite brochure, ce petit bouquin très très bien fait. Il y en a pas trop, il y en a pas assez, tout est ok, et je vais vous montrer un petit peu, même si je peux pas monter beaucoup plus et que vous allez avoir peut-être quelques reflets, parce que j'ai slivé les cartes, à quoi ressemble tout ça. Je rappelle que, si vous voulez, vous avez donc des sleeves en plus à prendre dans le commerce, dans les magasins spécialisés. Il s'agit de sleeves 120 par 70, il vous en faudra 2 paquets, chez par exemple Arkham Tin Man, celle-ci. Sinon, vous allez jouer en abîmant potentiellement vos cartes, c'est ça le problème, puisque vous allez voir que les cartes ont un revêtement métallisé qu'on appelle le foil pour un plus bel effet. Voilà. Donc là vous avez, on va repasser en revue rapidement le matériel. Ici j'ai monté grossièrement le mur du Malardant qui est ici et qui va commencer finalement dans cette zone puisque les jetons pourront aller jusque là et ensuite, mais au début c'est strictement impossible d'y arriver, hein, mais en fait il va monter en fait comme ça dans chaque zone qui est délimitée entre 2 barres. Vous voyez les 2 barres blanches là, les 2 barres blanches là, barre blanche, barre blanche, barre blanche, et en fait à chaque fin de tour finalement il va augmenter comme ça, il va monter ce Malardant pour arriver le plus haut possible, et en parallèle en fait les possédés vont essayer de renvoyer les jetons des différents fléaux par ici, et les fidèles vont essayer pour gagner d'envoyer au moins un jeton dans cette zone là, et à ce moment là les fidèles gagnent. Les fidèles gagnent aussi quand, par exemple, 2 ou 3 possédés. Si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, ce sera 2 possédés. Si vous jouez à 7 ou 8 joueurs, ce sera 3 possédés. Les possédés sont obligés de retourner leur carte et de dire, en fait, c'est bon, on était les 3 possédés, ou on était les 2 possédés, on a été éliminés, donc la partie s'arrête. Donc voilà, les fidèles gagnent quand les possédés se révèlent quand ils ont tous été éliminés. Seuls les possédés savent que eux, entre eux, ils sont possédés. Sinon, les fidèles doivent faire progresser un des marqueurs, dans la zone concernée. Donc là, vous avez 29 jetons, je crois, en tout, en comptant aussi celui du marqueur juge, dans cette jolie petite pochette. Je vais les mettre de côté pour l'instant, on va positionner, on va faire une mise en place, et je vous explique ensuite comment on joue tout ça avec le peu de place que j'ai. C'est ça qui va être un peu le dilemme. Donc là ici vous avez une zone centrale, quand vous avez monté donc les différentes parties du plateau, dans laquelle vous allez positionner donc les différents fléaux. Vous avez le fléau bleu, j'ai oublié le nom, hein. Vous avez le fléau de la guerre, rouge là, vous avez le fléau de la famine, et vous avez le fléau de la peste, ce qu'ils appellent la malpeste. Donc tout ça c'est du jeton, comme je l'avais montré en déballage, du jeton en bois léger et peint, donc vraiment très 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 chouette au niveau du matos. Ici en fait vous avez donc 8 jetons noirs, un côté c'est la pierre, l'autre côté c'est le pentacle, et ça sert à soit voter blanc, soit voter contre quelqu'un. On lui balance la pierre, voilà, et si il y a une personne qui qui reçoit en fait un nombre de votes maximum, enfin on va dire majoritaire, il perd une vie. S'il avait déjà perdu une vie, on l'élimine de la partie. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure.
Donc la partie, on va essayer de simuler une partie, je pense, à 5, parce que déjà, je ne sais pas où je vais poser les cartes pour essayer de vous montrer ça, donc ça va être très compliqué. Au début de la partie, vous avez donc des cartes de dévotion, qu'on a montré tout à l'heure, leur dos, c'est ça. Vous allez pouvoir en distribuer une au hasard. Ça c'est vraiment, alors ceux ou celles qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu d'ambiance à rôle caché, il y a une grosse partie, mais vraiment c'est pas une grosse partie, c'est le jeu, vous ne pouvez vous délecter de ce type de jeu-là, comme Loup-Garou, comme Insider, comme plein d'autres, comme Secret Hitler ou autres. Vous ne pouvez vous en délecter que si vous faites une entière confiance aux gens qui sont autour de la table. Si vous savez que vous allez jouer avec des gens qui sont un peu tricheurs, ça ne sert à rien, ils vont foirer la partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez déposer, il y a même Saboteur qui est un peu dans le genre, vous déposez en fait devant quelqu'un une carte, soit il sera possédé, soit il sera fidèle, ce sera la personne, et seulement la personne chez qui vous avez distribué la carte, qui pourra regarder ce rôle, et personne d'autre. Et ensuite, vous allez voir comment commence la partie. Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'on joue à 5, donc je vais faire en fait comme s'il y avait 5 rôles comme ça. Hop, je vais décaler ça, et donc les autres cartes ici dont vous ne vous servez pas, bien sûr, vous ne regardez pas en fait si ce sont des possédés ou des fidèles. D'ailleurs, je me suis trompé, excusez-moi. À 5, j'ai dit qu'il fallait juste 2 possédés, donc il y a 3 fidèles et 2 possédés. Voilà, sinon là j'étais en train de distribuer, il pouvait y avoir 3 possédés, ça aurait été impossible de jouer comme ça. Donc une fois que les cartes sont mélangées, vous allez les distribuer à chacune des personnes qui jouent autour de la table. Donc là normalement c'est bien entendu autour de la table, mais là j'ai pas la place, donc vous imaginez que c'est chacun qui a ça devant lui. Et alors on peut les déposer au hasard, ou alors on peut proposer à toute la table de choisir. Vous avez 15 cartes qui sont pareillement illustrées exceptionnellement, donc par Guillaume, hein, je pense que c'est lui qui a tout fait au niveau des dessins. Les cartes en fait sont distribuées de la sorte qu'il y ait 5 cartes de type autoritaire, ce sont en fait des sortes de rôles. Vous avez 5 parias et vous avez 5 serviteurs. Alors dans l'explication de la règle, qu'il le dit parfaitement, il y a plus de... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, mais en gros, ceux qui sont autoritaires, ils ont des cartes plutôt... Enfin disons qui vont favoriser le jeu autour de cartes pouvoir, que je vais vous montrer juste après. Les cartes pouvoir rouges sont plutôt agressives, voilà, ce sont des castes en fait. Hein. Donc les pouvoirs de caste autoritaires sont agressifs, ceux des serviteurs sont collaboratifs et ceux des parias sont fourbes. Voilà, tout simplement. Donc collaboratif bleu et vert, ce sont les fourbes. Donc là, en l'occurrence, on peut très bien aussi juste mettre les mains en dessous de la table et en sortir une pour chacun des joueurs, globalement, voilà, ou alors proposer à la table de choisir. Simplement, si vous jouez à 5, vous pouvez tous prendre autoritaire si vous voulez. Par contre, si vous jouez à 8, parce qu'il y a 5 cartes de chaque couleur, si vous jouez à 8, si par exemple tout le monde veut prendre paria, bah non, il y aura 3 joueurs qui devront prendre dans serviteur et dans autoritaire. Donc là, admettons que le choix a été fait au hasard et que eh bien, chacun des joueurs reçoive donc une caste. Le reste, vous n'allez pas vous en servir, vous allez pouvoir le mettre de côté. La personne qui a eh bien, une affaire judiciaire en cours ou qui est allée la dernière fois chez les keufs ou en prison, quelle que soit la raison, va récupérer l'Oya. Donc il s'agit du jeton premier joueur qui va arriver donc autour de la table chez quelqu'un. Donc ça signifie que vous êtes juge pour ce tour. Le jeu va se dérouler en un nombre de tours qui va correspondre ensuite, les tours on peut les appeler si vous voulez des comment ils appellent ça, des plaidoiries, voilà, en gros quoi. Chaque tour est une sorte de plaidoirie, voilà. En fait, chaque tour est un conseil. Il y a un conseil avec un juge. Là, par exemple, si moi je suis joueur 1, j'ai ce rôle-là que moi seul je sais. Par exemple, je suis un possédé, personne ne le sait, et je suis le juge. Donc c'est moi qui vais faire un appel aux prières, etc. Donc vous allez voir comment ça se passe. Donc ce qui se passe, c'est que au début de la partie, on a 3 cartes dans la main prière, qui sont parmi celles-ci, et 3 cartes qui sont, que je vais vous montrer juste après, distribuées aussi à chaque joueur, et ce sont des cartes de pouvoir. Donc là déjà, juste pour faire, avant le début d'un tour, je vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les cartes. Vous avez 6 cartes qui sont là pour aider, on va dire, énormément les fidèles. Vous avez par exemple cette carte-là qui fait monter 3 fois le bleu vers le ciel, ici. Celle-ci, c'est la même chose, mais pour la bouffe. Celui-là, c'est pour la maladie.
Et où est-ce qu'il est? La guerre, c'est ici. Voilà, ça fait 3 fois monter le jeton rouge vers le ciel. Et vous avez les 2 cartes à la fin qui font monter tous les jetons d'une fois vers le ciel. Ensuite, vous avez un ciel qui se ternit un petit peu. Il n'y a plus de colombes, les oiseaux commencent à être remplacés par des corbacs, des espèces de freux, des clochers, où il va y avoir du bonus, c'est-à-dire des jetons ici qui vont progresser vers le ciel, mais aussi un pentacle, et le pentacle, ça va plutôt vers le mal ardent. Vous voyez, vous avez un certain nombre de cartes comme ça. Et vous avez ensuite le ciel sans oiseaux, avec la même chose, mais ça peut être parfois plus pénalisant. Regardez, par exemple, vous allez pouvoir avoir juste un jeton qui monte vers le positif, et les 2 autres qui vont descendre vers le négatif, etc., etc. Et ensuite, on passe sur carrément des ciels beaucoup moins engageants, avec une grosse tempête, les violettes là, où là c'est sûr que là il n'y a pas beaucoup de bonus, ça descend clairement les jetons le plus souvent vers le mal ardent, et à la fin vous avez l'équivalent vers le ciel là, mais en enfer plutôt, où vous avez carrément la foudre, où chaque carte va faire descendre de 3 la valeur d'un des jetons de fléau, et il y a ces 2 dernières cartes qui ressemblent un peu aux 2 dernières que je vous ai montrées au début ici on va dire en paradis, qui font descendre chaque jeton vers le mal ardent. Une fois que c'est dit tout ça, vous mélangez correctement, donc pas comme je le fais ici, parce que c'est sûr que la distribution sera nulle. Moi, je propose plutôt de faire, vous savez, des piles 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous en reprenez comme ça, puis ensuite vous mélangez. Vous faites une douzaine de piles, et ensuite vous brassez, et normalement c'est bon. Une fois que chaque personne va récupérer, on va dire, 3 cartes de prière, on va ensuite distribuer 3 cartes de pouvoir, et le jeu va pouvoir commencer enfin. Hop, on va faire une simulation de tour. Je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Donc ensuite, ce truc-là, vous allez déposer ça sur cette position ici, au niveau du plateau. C'est la pioche. Vous allez aussi avoir, hop, je recule un petit peu, ici, là, pour une pioche pouvoir. Donc la pioche pouvoir correspond tout simplement à ça, une fois que c'est mélangé, bien entendu. Et vous avez donc des cartes qui vous indiquent que, donc vous en aurez 3 dans la main. Donc il y a 11 cartes bleues. Vous avez 11 cartes vertes, donc ça c'est plutôt coopératif, on a dit, ça c'est verte, c'est plutôt malin, on va dire, et ça c'est plutôt agressif, voilà, donc les cartes rouges, donc c'est 11, 11 et 11. Une fois que tout ça c'est dit, vous allez pouvoir, bien entendu, je dirais, mélanger tout ça. Vous avez certaines cartes, vous avez vu, qui sont en double, hein, d'autres qui sont uniques. Vous les mélangez, vous en distribuez 3 pour chaque joueur, et vous l'aurez compris, en fait, dans votre main, si vous êtes par exemple d'un rôle de, je dirais, autoritaire, vous pouvez très bien vous retrouver avec des cartes qui ne sont pas rouges. Vous pouvez avoir par exemple 2 cartes bleues et une carte verte. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, à quoi ça correspond. Ça vous empêche pas de jouer les cartes, c'est simplement qu'une fois que vous allez reconstituer votre main en fin de tour, si vous avez joué une carte de la couleur de votre caste, vous allez non pas pouvoir en repiocher une, mais 2. Voilà, c'est juste ça la différence. Donc ça, vous mettez ça une fois que tout le monde a reçu ses cartes. Hop, 3 pour chacun, si je ne m'abuse. Vous allez les laisser donc ensuite, cette pile-là, juste à côté de la pile prière, ici même. Voilà. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, chaque personne va récupérer, des jetons comme ça, donc il en récupère 2. Pour montrer finalement ce qu'il va prier, il va récupérer en fait un bleu-jaune, un vert-rouge, donc chaque joueur va avoir ça. Donc là vous avez compris que j'ai pas la place, mais en gros chacun met ça devant lui, et vous avez là assez de jetons pour que chacun puisse, vous voyez, récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, vous avez bien 2 jetons par joueur si vous jouez à 8, et chacun donc va récupérer le jeton noir qui est une pierre ou un pentacle. Voilou, tout ça c'est dit. Alors, bon, admettons que je sois ce joueur-là avec cette main-là, d'accord? Donc là, je vais essayer de me trouver une petite place de ce côté-là, pouf, pour jouer ici. Je suis donc le seul à savoir quelle est ma dévotion. Donc là, vous allez l'apprendre avec moi. Moi, je suis un possédé. Donc je suis le juge, personne ne sait que je suis un possédé. Dans ce type de jeu, vous devez faire semblant, bien entendu, d'être un bon fidèle bien sympa, le bon samaritain qui va aider la population à se sauver des griffes du mal ardent, et donc d'emmener au moins un jeton ici. Il peut y en avoir 2, 3 ou 4 qui arrivent en même temps, mais du moment qu'il y en ait au moins un, la partie est gagnée. Donc là, moi j'ai là la maquerelle, donc je mets un petit peu ça ici, parce qu'il y a des attributs, on va dire,
un petit peu un petit peu érotique là-dessus. Donc là, on a un texte d'ambiance, jeune ou vieille, maigre ou grasse, morte ou vive, après tout, tant qu'ils peuvent payer pour une de mes filles. Et voilà, donc ça c'est juste des textes d'ambiance, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire, et vous mettez ça en face de vous pour rappeler aux gens que, par exemple, vous avez une personnalité rouge. En fait, c'est surtout ça qu'on regarde, rouge, vert ou bleu, selon ce que vous allez pouvoir repiocher en fin de tour si vous avez déjà joué un pouvoir. C'est surtout ça qui est intéressant, le fait que ce soit décoré avec un nom, ça on s'en fiche un petit peu éperdument. Donc, le juge, eh bien, quand il va commencer le tour, il va demander à tout le monde de positionner une carte, sauf lui, une carte de prière. D'accord? Donc, tout le monde autour de la table, si on joue à 5, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc 4 cartes qui vont être positionnées devant chaque joueur, et chaque joueur ou joueuse va prendre eh bien, son jeton, un de ses jetons ici, et va dire, je vous fais un exemple, tiens, je dépose ma main à côté, il va dire par exemple ce joueur-là, hop, on va regarder un petit peu ses prières, lui, admettons, il est, qu'est-ce qu'on a dit? Il veut faire, bah, lui il est fidèle, ou elle est fidèle, donc elle va vouloir faire gagner le jeu par ici, d'accord? Donc emmener un jeton fléau ici. Donc cette personne va regarder ses cartes prières et va dire oula, il y a du pentacle là, 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 là et là. Aïe, bah à la limite je vais, comme je suis obligé de prier, je vais prendre une carte parmi ces deux-là. Celle-ci elle est trop dangereuse, faut pas qu'il me choisisse. Donc elle a deux solutions. Soit elle veut se défausser d'une carte nulle et elle va mettre ça devant elle, en expliquant ensuite avec son pentacle, désolé, cette carte est mauvaise parce que elle fait progresser, et là elle va regarder soit la peste, soit la guerre, soit la famine. Mais elle n'a pas le droit de dire autre chose que un seul des fléaux. Elle va dire, je vais jouer celle-ci, mais c'est juste pour essayer de m'en défausser dans ma main en fin de tour, donc ne me choisis pas, monsieur le juge, parce que cette carte est mauvaise contre la peste. Si tu la prends, en gros, elle va faire progresser la peste vers le malade, donc surtout ne me prends pas. Donc elle peut jouer ça comme ça. Elle peut aussi, si elle n'a pas envie de ça, elle a envie juste d'essayer d'aider de prier avec des bonnes cartes prières, pour favoriser ça, elle peut dire, bah voilà, celle-là, par exemple, va améliorer la guerre, ou le bleu, là, je sais plus comment ça s'appelle, ou la rédemption peut-être, ou la peste. Donc là, elle peut venir ici et mettre son jeton vert en disant « Celle-ci, elle est bonne pour nous pour la peste. Si tu veux, on peut faire progresser, voilà, soigner la peste, en gros. » Mais elle peut pas dire autre chose. Elle peut pas dire « Ça fait et soigner la peste, et la guerre, et la rédemption. » Elle peut pas dire les trois. Elle est obligée d'en choisir une. C'est ça qui va laisser, si vous voulez, autour de la table, une sorte de questionnement. Et du coup, vous l'avez compris, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas ce type de jeu, on va essayer de retenir ce que les gens déclarent, et ce qui va sortir ensuite pour essayer de déterminer qui a menti, qui a dit la vérité, qui veut vraiment qu'il y ait le fléau qui se rapproche du mal des ardents, et il y ait des fléaux qui aillent Enfin, vous m'avez compris, qui aillent vers le paradis, on va dire, vers le ciel. Donc là, admettons, elle joue ça. Lui à côté, on va regarder ce qu'il a. Lui, c'est un fidèle aussi. Il va regarder un peu ses cartes. Waouh, il a la meilleure carte du jeu. Bah lui, il va par exemple la jouer. Il va dire, celle-là, ça fait améliorer la rédemption. Voilà. Donc là, il va mettre son petit jeton bleu dessus. Ici, là, par exemple, on va prendre cette personnalité. C'est un fidèle aussi. Il va regarder ses cartes. Et lui, par exemple, il a trop de cartes nulles. Il a envie de se défausser de celle-ci. Il va dire, donc ça fait, par exemple, c'est un défaut, celle-ci, je vais voter ça, mais attention, parce que il ne faut pas me choisir, parce qu'il y a la guerre, en fait, là-dedans. Il y a la guerre ici. Alors, je sais plus d'ailleurs si on met le petit... Non, ça, c'est pas pour ça. Je sais plus... Attendez. Je sais plus si on met directement le signe rouge. Jugement, non, c'est prière. Voilà, phase prière. Je prie pour la fin de la guerre. Mais c'est une mauvaise carte. Non, c'est pas ça. Donc ça ne sert pas à ça. Ça sert pour plus tard quand on va ne pas vouloir voter pour quelqu'un. Donc là, il va venir mettre ça devant. Lui, il va dire, celle-ci, elle est mauvaise pour la guerre. Donc il faut pas me choisir. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut bien retenir tout ça. Et le dernier, en fait, il va regarder. Donc lui, vous l'avez compris, bah, c'est un possédé comme moi, le juge, là, le 4e joueur. Et puis il va dire... Voilà, il a envie de faire perdre en fait la partie, lui. C'est-à-dire, il a envie de remporter, c'est-à-dire pendant que les autres essayent de prier vers le ciel, lui, il va essayer de faire partir eh bien, un fléau vers le mal des ardents. Il va jouer celle-ci, qui est une carte vraiment tragique, avec 3 fois la malpeste. Et il va dire, celle-ci est bonne pour soigner la peste.
Voilà. Donc après, il y a le droit de mentir comme vous voulez. Là, à ce moment-là, il y a le droit de mentir. D'accord ? Et en l'occurrence, le juge va devoir choisir seulement 3 cartes. Que vous jouez à 5, 6, 7 ou 8, à chaque fois, le juge va choisir 3 cartes parmi les déclarations des gens. Donc là, par exemple, il a dit, l'autre, il a dit que c'était pas bon, celle-ci. Il a dit, bah écoute, tu vas t'en défausser, je vais pas la prendre, je vais prendre ces 3 autres-là. Ce qui se passe, c'est qu'il défausse, tout le monde défausse son jeton, ça revient vers les joueurs, et ensuite, eh bien, les cartes sont récupérées par le juge, et vont pouvoir être mélangés. Donc ça c'est très très important, il faut vraiment mélanger sous la table pour ne plus se souvenir de qui a joué quoi. Et ensuite être déposé là-haut, tac, directement ici. Je avance un petit peu, pouf, voilà. Donc là, on a fini la phase prière, et maintenant on va faire la phase de jugement, là. Et on va regarder un petit peu ce qui avance et ce qui recule. Donc là, en l'occurrence, je rapproche un peu de chez vous, c'était pour vous montrer qu'il faut poser ça là. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la peste avance 2 fois vers vers la rédemption, enfin vers le paradis, mais recule 3 fois. Donc ça fait en gros 1, 2 et 1, 2, 3. Donc en gros, c'est comme s'il reculait d'une fois. Là, on soigne 2 fois positivement avec ce fléau de guerre, puisque c'est le logo du fléau, c'est pas un pentacle. Quand c'est un pentacle, c'est du négatif. Quand c'est pas un pentacle, c'est du positif. Là, ça s'annule, parce que plus 1, moins 1 en jaune, bah, le jaune il reste ici. Et là, ça va donc plus 2 vers le paradis. Donc ça, c'est fini. Ça va ensuite ici. Et les personnes qui ont récupéré leur carte prière parce qu'elles n'ont pas, comment dirais-je, elles n'ont pas été récupérées par le juge, eh bien, vont créer une défausse. Chaque personne va créer une défausse en mettant face cachée leur ancienne prière qui n'ont pas été récupérées par les juges. Eux, et seulement eux ou elles, pourront regarder ce qu'il y a en dessous, mais ils n'ont pas le droit de montrer ça aux autres, tout simplement. Ça reste quelque chose de secret. Donc là, le joueur 2 ou la joueuse 2, là, elle va garder cette carte-là, elle sera... elle est contente, elle est débarrassée de ça. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fini, on regarde le nombre pour passer à la troisième phase, la phase de condamnation, on regarde le nombre total et global sur ces 3 cartes de prière, eh bien, de différents pentacles. Ici, on en a 1, 2, 3, 4. On va consulter régulièrement ici. Donc là, vous allez voir, pour l'instant, il y a une condamnation à 5 ici. Donc ça veut dire que on n'a que 4 pentacles, il n'y a pas de condamnation. Si jamais il y a eu, si jamais il y avait eu 5 pentacles ou plus, à partir du moment où on voit qu'il y a marqué 5 ici, c'est bon, il y a une phase de condamnation qui est déclenchée, et le juge va demander à chaque joueur, finalement, de positionner eh bien, sa carte de caste devant lui, et les gens vont venir pour voir, eh bien, soit ne pas voter, donc positionner ça devant eux, soit voter et donc mettre un caillou sur la carte d'une des personnes qui est autour de la table pour dire bah moi je pense que là il y a eu trop de pentacles et c'est dû justement à cette personne là. Moi je pense que alors, tout le monde va voter. Si jamais il y a une majorité de votes blancs, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes en fait qui ont voté blanc, il n'y a pas de personne qui a plus de voix, c'est-à-dire plus de petits cailloux sur sa personnalité qu'une autre. Dans ce cas-là, on passe à la fin du tour, il y a un petit nettoyage et on passe l'Oya, c'est-à-dire le jeton de juge, à la personne de gauche qui va devenir juge pour le prochain conseil et le jeu continue comme ça. Voilà. Si jamais il y avait une personne qui a reçu une majorité de cailloux sur sa carte, eh bien de caste, là, cette personne-là, eh bien va devoir comment dirais-je, supprimer une carte de sa main de son choix. Donc le juge n'est pas, c'est le juge en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui donne la parole, qui peut demander à des gens de se taire, à d'autres de parler, de s'exprimer. C'est lui un peu ou elle, la personne qui joue le juge, qui donne le là, je dirais, pour cette phase-là, et qui dit bon bah c'est bon, maintenant on a trop réfléchi, votez tous. S'il y a de l'égalité, on passe l'Oya au joueur de gauche et on continue, il n'y a personne qui est éliminé. Sinon, on regarde celui ou celle qui a reçu le plus de votes et la personne, donc, qui n'est pas juge, va se défausser d'une carte. Là, c'est là où je trouve que le jeu est bien équilibré, même si j'ai pas encore fait de partie, j'en ai vu une de l'équipe de production sur YouTube, ils étaient sur Tabletopia. Le fait de se faire éliminer dans les jeux comme ça est assez insupportable parce que généralement vous pouvez plus jouer finalement.
Là, ça vous laisse une chance. Vous avez pris des votes dans la tronche, vous avez perdu une vie. À la deuxième vie, vous êtes éliminé. Ça, c'est sûr. S'il vous reste plus que 2 cartes déjà, et que vous avez recomplété votre fin de manche à 2 cartes, parce que vous ne pouvez plus faire à 3, vous avez déjà perdu une vie, si on vous repointe du doigt, ben vous êtes éliminé. C'est comme ça que, au fur et à mesure des enquêtes de ce qui se passe au niveau global de la partie, vous allez avoir des soupçons qui vont sinueusement comme ça se tourner vers une personne et vous allez essayer de pulvériser les possédés finalement. C'est ça le but du jeu pour les fidèles. Les possédés doivent rester le plus longtemps possible en sous-marin pour essayer de ne pas se faire cibler par ces attaques et glisser leurs cartes avec des pentacles le plus sournoisement possible, je dirais, pour aider un jeton à finalement toucher le mal ardent. Donc là, dans cet exemple, très long, excusez-moi, hein, eh bien, le tour est fini, il n'y aurait pas eu, vous voyez, il y a 4, et là ça demandait 5, donc 4 pentacles, 5 c'est pas assez, donc on passe directement au tour suivant, on met, je dirais, le mal ardent ici, et à la fin du tour prochain, le mal ardent avancera ici, puis là, et regardez ce qui se passe, cette fois-ci on ne demandera pas 5, mais cette fois-ci plus que 4 pentacles, et ça va avancer comme ça, et donc ça va, à partir de cet endroit-là, il y aura, en fait, dès qu'il y a un seul pentacle, en gros, c'est-à-dire il y a carrément une condamnation par tour, là il y a de moins en moins de joueurs, donc c'est très peu probable qu'il y ait encore des joueurs vivants sur ces derniers-là, à mon avis, mais bon, ça a été designé quand même pour laisser une large marge à certains égards. Alors, je vous ai pas dit d'ailleurs comment on faisait pour commencer la partie, parce que vous allez me dire, oui, mais les possédés, du coup, ils font comment? J'ai oublié de vous expliquer quelque chose de quand même assez dramatique. Une fois que le juge a été décidé pour le premier joueur, il va lui dire, il va le faire aussi, tout le monde ferme les yeux. Absolument tout le monde, lui aussi. Et donc lui, s'il est possédé, ou d'autres, si c'est les autres les possédés, il va dire ensuite, ayant les yeux fermés, les possédés ouvrent les yeux. Les possédés vont regarder discrètement qui ils sont, parce qu'il y en a 2 à 5 et 6 joueurs, et 3 à 7 et 8 joueurs. Ils vont se regarder, ils ont capté qui ils étaient. Ensuite, le juge va leur laisser 5-6 secondes, va dire « C'est bon, vous avez vu les possédés qui vous étiez, maintenant vous allez fermer les yeux. » Personne ne parle, hein, tout le monde se tait. Et seulement là, quand ils ont fermé les yeux, il va dire, le juge « C'est bon, tout le monde rouvre les yeux. » Donc là, les gens vont se regarder en chien de faïence, entre guillemets, et là, la partie peut commencer. Donc j'avais oublié de vous dire que ça commençait comme ça a quand même un peu plus de sens. Maintenant, cette histoire de Doya est passée à la personne à côté, enfin à gauche, et ce juge va demander aux gens de prier, etc. Attention, ceux qui ont joué une carte, donc c'est-à-dire tout le monde sauf le juge, eh bien, vont quand même récupérer une nouvelle carte prière à la fin du tour. Ça va de soi. Et je vous ai pas expliqué aussi les cartes pouvoir. Ça, c'est très simple. Chacun en a 3. Et eh bien, vous avez des moments où vous allez pouvoir déclencher votre pouvoir. Vous ne pouvez jouer qu'une carte pouvoir par tour. Celle-ci, c'est sur la prière. C'est facile à retenir, il y a les petites mains en fait qui sont en train de prier. Celle-ci, ça va être sur eh bien, le jugement, c'est-à-dire au milieu là, du round. Et ça va être sur la phase condamnation, comme il y a la petite pouce vers le bas comme ça ici. Donc là, par exemple, on va en lire quelques-unes. Si j'ai ça dans la main... alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a des cartes qui ne sont jouables que quand vous êtes juge. Par exemple, c'est celle-ci. Celle-ci, vous voyez, là, vous avez ce sigle-là, avec une sorte de petit V, enfin un petit A, je sais pas trop ce que c'est. Ça, vous ne pouvez jouer que quand vous êtes juge, tout simplement. Celle-là, quand vous êtes juge, etc., etc. Donc là, par exemple, le sacrifice, cette carte nous dit qu'elle va devoir vous demander de défausser 2 cartes de votre main quand vous allez la jouer. Vous n'allez pouvoir la jouer qu'en phase de prière. Posez 2 cartes prière sans annonce ni jeton. Le juge est obligé de vous choisir. Vous disposez désormais d'une carte prière en moins dans votre main. Ça fait quand même mal. Hein. Ça veut dire en gros que quand vous allez jouer, au lieu de jouer une seule carte là, non seulement vous ne dites pas ce que vous mettez dessus, est-ce que c'est dangereux ou positif pour la carte, mais en plus vous mettez 2 cartes comme ça et le juge est obligé de vous prendre parmi les 3 personnes qu'il va prendre. Donc ça veut dire que ça peut être très 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 dommageable à bien des égards. Que vous soyez un possédé, vous allez pouvoir par exemple balancer des vieilles cartes bien pourries pour que les jetons aillent par ici, ou que vous soyez un gentil entre guillemets. Cuisine nous dit quoi? Prenez au hasard une carte prière dans la défausse d'un villageois et ajoutez-la à votre main, remettez-en une dans sa défausse. Vous pouvez y remettre la sienne. Voilà. Tout est très bien écrit, hein. Impôt. Là, c'est pareil en phase de prière. Prenez une carte prière au hasard dans la main d'un villageois, vous n'en piocherez pas ce tour-ci. Le villageois ciblé en piochera une de plus.
divination. Regardez la défausse d'un villageois. Vous vous souvenez tout à l'heure, la fille là, ou la joueuse ou le joueur qui n'avait pas été pris par le juge, il avait mis ça dans sa propre défausse. Bah justement, pour savoir si il ou elle disait la vérité, si vous jouez une carte comme ça, vous allez pouvoir éclaircir la vérité. Vous voyez? Donc il y a tous ces moyens-là, ces cartes-là sont une très très bonne idée pour essayer d'enquêter un petit peu, de bloquer des gens, de forcer un juge, etc. Là, la contrainte, c'est vous pétez une carte de votre main en plus de jouer cette carte-là, vous la défaussez, hein, mais une carte pouvoir, hein, on entend. Vous pouvez jouer ça soit en prière, soit en jugement. Désigner un villageois avant que le juge n'ait pris sa carte. Le juge ne peut pas le choisir, il devra faire un autre choix. Voilà. Etc. etc. Donc là, de toute façon, il va sûrement y avoir des articles BGG ou des forums, des questions-réponses que l'équipe va faire en vidéo, j'imagine, hein, pour répondre à peut-être certaines cartes qui n'auraient pas passé, je dirais, la barrière du playtest. Et certains joueurs, parmi les futurs clients et les futurs joueurs vont se dire « Ah, mais comment ça se joue celle-ci? C'est vrai que c'est pas très clair. » Bon, moi, j'ai pas encore fait de partie, donc je peux pas vous aider là-dessus, mais très honnêtement, quand vous regardez, c'est simplissime, quoi. Et c'est là qu'on reconnaît le talent des auteurs. C'est que c'est très facile de faire des jeux complexes avec des milliers de pages, des machins, c'est très très simple tout ça, hein. Mais on se perd en conjecture. Le mieux, et c'est ça en fait qu'on voit déjà depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, c'est de voir des auteurs qui arrivent à réduire le plus possible les informations pour laisser le plaisir de jeu, et c'est ce qui a été proposé là par Malardant, j'ai l'impression, donc c'est très cool. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer de plus? Donc vous perdez une carte, c'est bon, vous continuez à jouer, vous en avez perdu deux, vous ne révélez absolument pas votre dévotion. Par exemple, ce joueur-là ou cette joueuse-là, à un moment donné, elle a pris sa deuxième carte prière en moins, elle avait déjà été ciblée par des votes, elle avait perdu une vie, elle en a perdu une deuxième, elle ne dit pas « Ah bah c'est bon, en fait, j'étais un possédé ou un fidèle ». Non, non, elle ne dit pas. Il faut laisser la table dans l'ambiance et essayer de comprendre ce qui a été fait, voir ce qui est joué, voir si la personne qui a été éliminée, c'était un bon choix, ou alors c'était une véritable bêtise pour les fidèles, etc. Je vous le répète, les possédés ne doivent déclarer qu'ils ont été éliminés que quand ils ont tous été éliminés. Par exemple, dans une situation où on est 5, si, par exemple, moi, là, qui jouais la main du premier juge, là, je sais que je suis un possédé, si moi et l'autre d'à côté, là, qui était aussi possédé, je sais plus lequel, c'est le 5e joueur, celui-ci, voilà, on est éliminé, eh bien, on a perdu, moi j'avais perdu mes 2 vies, admettons, lui venait de perdre une vie, il vient de se faire encore perdre une vie, il est mort, là on se regarde et on annonce à la table, c'est bon, nous étions les possédés et on révèle, seulement à ce moment-là. Dans tous les autres cas, tant que tous les possédés n'ont pas perdu leurs 2 points de vie, eh bien on continue à jouer justement, et là, vous avez compris, hein, à chaque fin de tour, le Malardant avance. Là, il va y avoir des jetons qui vont plus ou moins monter, descendre, etc. Et ça va réduire, si vous voulez, la plage dans laquelle ils vont pouvoir le faire avant que justement le Malardant arrive si haut qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir des possédés, par exemple, qui vont réussir à faire passer un jeton directement dedans. Et là, la partie est finie. Les fidèles ont perdu la partie puisque, eh bien, ils se sont fait bouffer par cette folie. De toute façon, tout est rappelé, hein. Je joue une carte, ensuite on regarde s'il y a le jugement, on fait bouger les jetons de fléau, on regarde si on doit ensuite exécuter, si oui, on vise quelqu'un et il perd un point de vie, enfin c'est hyper simple. C'est moi j'ai hâte de tester ça, là je vais normalement ce week-end en assaut, et je vais proposer une partie, voir comment ça se passe, mais à mon avis ça va être très 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 drôle. Je crois que ce que je préfère là sur le papier en tout cas, ce sont les cartes pouvoir, parce qu'il y a il y a à boire et à manger. Alors justement les cartes pouvoir, si moi par exemple j'étais Maquerelle, vous savez je suis rouge ici là, et que j'avais joué une carte pouvoir bleue, eh bien elle part dans la défausse. Alors la défausse des cartes pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est en dessous de la pile de... la pile elle est ici, la pile, le deck finalement de pioche. Quand vous jouez une carte pouvoir, vous la jouez, tout le monde va faire un pouvoir maximum par tour, et à la fin du tour, c'est-à-dire du conseil, vous mettez toutes les cartes pouvoir en dessous de la pile. Si ça a été joué, c'est une carte bleue. Moi j'ai une caste rouge, je ne repiocherai donc qu'une seule carte. Hop, elle vient dans ma main. Si par contre j'avais joué une carte rouge de ma main, par exemple j'avais joué autorité en prière, décider à la place du juge de l'ordre dans lequel les villageois vous proposent leur carte prière, ça peut être marrant aussi pour écouter les gens, savoir s'ils se copient pas entre eux, etc. Je joue ça, hop,
fin de tour, j'en récupère non pas une, mais deux. Pourquoi? Parce que la carte que j'ai jouée étant une carte rouge, moi, ma maquerelle, elle est rouge, je pioche donc 2 cartes, ben, ça tombe bien pour moi, je reprends 2 cartes rouges. Par contre, vous ne pouvez pas, à n'importe quel moment, avoir plus de 3 cartes en main. Si ça arrive, vous devez vous en défausser. Du coup, en fait, ce point de règle-là, si je l'ai bien compris, ça sert juste à avoir plus de choix, finalement, dans sa main, à récupérer, à brasser plus de cartes, donc en piocher plus et à choisir ce que vous gardez. Je vérifie de ne pas vous dire de bêtises. Alors, attendez, où est-ce que c'est ça? Pour pas vous dire de bêtises. Il y a des exemples à la fin du livret qui sont pas mal. Un exemple de tour qui est proposé. Mais je sais plus où c'est. Jouer une carte pouvoir correspondant à la caste à laquelle appartient son personnage octroie le droit de piocher une deuxième carte pouvoir, piocher un pouvoir, voilà. Un joueur ne peut conserver plus de 3 cartes pouvoir s'il se trouve avec cartes, mais il doit immédiatement défausser une de son choix. C'est indiqué ici dans le petit cartouche noir, donc c'est très simple. Et ici, ça vous rappelle la fin de partie, dénouement, dès qu'un jeton fléau atteint la rédemption, donc la rédemption c'est ce que j'appelais le paradis, le ciel ici, les fidèles gagnent, dès qu'un jeton fléau franchit le mal des ardents, eh bien les possédés gagnent, hécatombe, s'il reste plus que 3 joueurs vivants, la partie s'achève, s'il reste au moins un possédé vivant, les possédés gagnent la partie, possédé exécuté, si tous les possédés sont exécutés, ils doivent l'annoncer, les fidèles gagnent. Moi j'avais oublié de vous expliquer l'hécatombe, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même assez tendu. À 3, vous révélez. Si à un moment donné, vous n'êtes plus que 3, ça veut dire que la partie peut aller vite à 5 joueurs. Hein. Vous votez 2 fois pour les 2 mêmes, bah vous êtes plus que 3, vous révélez. S'il y a un possédé dedans, bah vous avez perdu. Donc je pense que c'est quand même très très bien équilibré. Il y a une balance vraiment très intelligente là dans l'écriture, la conception, je dirais, des règles au global. J'ai vraiment hâte de jouer ça. Moi je jouais plus, hein, pour être honnête avec vous, je jouais plus aux jeux à rôle caché, à part quelques-uns, comme par exemple Lockdown, qui est vraiment, vraiment sympa. Parce qu'il y a ce coup de sentir qu'en fait, il y en a quand même quelques-uns, en tout cas les plus connus, dans ce type de jeu, où quand vous éliminez, vous vous acharnez contre quelqu'un, c'est moins le fun après, parce que la personne, elle attend, elle regarde sa montre. Là, si vous êtes éliminé, vous pouvez toujours regarder le jeu, et continuer à parler avec la foule, finalement, c'est-à-dire avec les différents fidèles ou possédés, avec le village finalement, hein, de Saint-Antoine-l'Abbaye, là, qui se situe en Isère, et qui est d'ailleurs, je crois, le 151e plus beau village de France. Moi, j'y étais allé 2 fois. Je vous conseille, hein, c'est un passage obligé, hein, si vous voulez découvrir un peu l'ordre des Antonins. C'est un village remarquable. Parce qu'il a conservé en fait pas mal d'aspects médiévaux en fait dedans, voilà. Je dirais les différents artisans qui jouxtent l'abbaye qui est juste là, la ville haute, enfin c'est vraiment très très intéressant. Si vous passez dans le coin, allez voir, c'est très cool, Saint-Antoine-l'Abbaye. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? C'est un jeu d'ambiance, donc il est fait pour être fun, donc il faut parler, il faut surtout au début de la partie, quand les gens consultent je ne cesserai de le dire une dernière fois, leur dévotion, bien le faire discrètement, ensuite personne ne touche la carte dévotion aux autres, et quand le juge au premier tour dit maintenant tout le monde ferme les yeux, y compris moi, maintenant les possédés ouvrent les yeux, il n'y a vraiment que les gens qui ont la carte possédée, les cartes possédées qui ouvrent les yeux et qui se regardent très subrepticement, très rapidement, qui referment les yeux. Ensuite, le juge dit bien, refermez les yeux, les possédés, et ensuite, maintenant c'est fait, tout le monde rouvre les yeux. Comme ça, on est sûr que personne ne triche. Pas d'yeux moitié fermés. Le mieux, c'est de baisser la tête, hein, pour être sûr de montrer aux gens qu'on ne sait rien et qu'on va essayer d'enquêter un petit peu au fur et à mesure de la partie pour savoir ce qui se passe là-dedans. Alors je tenais aussi à vous dire que j'ai un peu parlé à Guillaume, coucou Guillaume, et merci encore, hein, pour la copie que tu m'as fournie. Il a été au courant aussi qu'il n'y avait pas que moi, a priori, là, dans les personnes qui vous parlent de ce jeu-là, courant janvier, sachant que le jeu sort fin février à partir du festival de Cannes. Il y a une petite erreur sur soit toutes les boîtes, soit une grande partie des boîtes, qui fait que vous allez avoir une 67e prière. Normalement, il y a 66 prières. Moi, je pense que c'est juste une erreur usine. Ils ont glissé en fait une carte blanche qui devait être une découpe supplémentaire sur les uncut, tout simplement. Donc ça a été glissé en plus. C'est bien. Ça vous fait, si vous l'avez, ça vous fait si vous cramez une carte un jour, vous réécrivez ici les logos qui manquent. Ça vous fait une carte de remplacement. C'est pas une mauvaise idée de l'avoir avec soi. On n'a pas très bien compris si tout le monde avait ce problème ou si, je dirais, il n'y a que quelques boîtes
dates qui sont comme ça. Eh ben écoutez, pour 39 minutes, je crois que c'est bien. Avec mes blabla, j'espère que vous avez compris. Dites-moi s'il y a un truc pas clair dans mes explications. Si je me suis gouré, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je parle notamment sous le contrôle voilà, des designers. Je remercie encore Ladlo Games, Guillaume, Régis, Maxime, Célia et tous leurs proches pour avoir développé ce super truc. Hâte de voir si ça passe bien. Et je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et amusez-vous bien. Et j'espère pouvoir essayer de vous montrer un début de partie tournée ce week-end. Je ne sais pas si vous allez voir ça sur ma chaîne. Ça dépendra en fait de l'ambiance, parce que comme c'est en asso, souvent quand il y a des tables à côté, ça fait beaucoup de brouhaha. Donc j'ai pas envie que ce soit une vidéo impossible à voir, mais juste pour vous montrer au moins, je sais pas si on filmera toute une partie, mais au moins une partie pour un début de partie pour vous montrer comment on lance tout ça. Vous avez tout compris là, hein, tout simplement. Il n'y a pas plus à savoir sur les règles. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore à toute l'équipe de Malardant. Et amusez-vous bien, à très bientôt. Et pour les commandes, si vous ne savez pas où l'acheter, j'ai remis ça en description. Vous avez quelques copies qui seront sur Season of Mist, le label de musique marseillais. Vous avez Ladlo, donc les acteurs de l'ombre qui diffuseront donc la majorité. Vous avez aussi Jeux Délire, un distributeur et vendeur indépendant. Voilou, portez-vous bien, amusez-vous et n'écoutez pas de la musique trop forte. Ciao, ciao.